Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Les démons de Loudun. Épisode 1. L'église en pagaille. « 18 août 1634. En cette chaude journée d'été, une inquiétante fébrilité enveloppe Loudun, importante cité aux allures médiévales, située aux confins du Poitou, de la Touraine et de l'Anjou. Des milliers de curieux ont envahi les ruelles étroites et tortueuses, essayant de se frayer un chemin entre les archers postés sur le trajet qui mène jusqu'à la place Sainte-Croix. Les plus chanceux s'installent sur les estrades en amphithéâtre dressés spécialement pour admirer le supplice du condamné. Les autres se rassemblent sous les arcades qui ceinturent la place, sur les balcons et sur le seuil des maisons basses. Ils se perchent sur les toits, se penchent par-dessus les fenêtres étroites. Frémissant d'une cruelle impatience à l'idée du lugubre spectacle qui s'annonce, chacun a les yeux rivés sur le côté gauche de l'église. Là, au milieu d'un amas de fagots, bûches et paille, a été installée une sellette de fer accrochée à un poteau. Le bûcher attend. Voilà la victime qui apparaît, déclenchant des murmures horrifiés de la foule. Sous un soleil de plomb, une charrette tirée par des mules dévoile ce qui ressemble à un être humain. Un corps disloqué par la torture, enveloppé d'une toile inflammable, imbibée de soufre et de camphre. C'est tout ce qui reste du brillant et séduisant Urbain Grandier, curé de l'église Saint-Pierre et chanoine de l'église Sainte-Croix. Traîné et attaché au poteau du bûcher, Grandier commence à émouvoir la foule. Il faut en finir. Après un instant de confusion, les moines s'empressent de mettre le feu au bûcher. Tandis que l'épaisse fumée monte par-dessus le toit des maisons pour s'échapper dans le ciel, on se livre aux éternels rituels d'exorcisme en jetant de l'eau bénite dans le brasier. Lorsque les liens du condamné, entièrement consumés, se rompent, Urbain Grandier tombe comme une masse dans les flammes. Un cri d'horreur parcourt la foule. Lorsque le bourreau, après avoir éteint le brasier, disperse aux quatre vents plusieurs pelletées de cendres, un horrible sentiment de satisfaction envahit Louis Trinquant, procureur du roi, le chanoine Jean Mignon, directeur spirituel des Ursulines de Loudun, et le baron de Laubardemont, homme de confiance du cardinal de Richelieu. L'affaire des démons de Loudun, l'une des plus fameuses histoires de possession diabolique, a fait couler beaucoup d'encre. Il m'a fallu des jours entiers de recherche pour comprendre les tenants et aboutissants de cette véritable pièce de théâtre. Au sens littéral du terme, vous comprendrez pourquoi. Elle s'échelonne sur plusieurs années, avec de multiples acteurs et d'invraisemblables rebondissements. Un vaudeville tragicomique qui met en scène des religieuses, des prêtres, des évêques, un véritable arsenal ecclésiastique d'ambitieux, pas toujours très catholiques, des princes, des agents royaux et le puissant cardinal ministre de Richelieu. Une histoire de pouvoir politique et religieux, de reconquête de l'État et de l'Église, avec pour toile de fond une France post-guerre de religion, à la fois meurtrie et en pleine mutation. Démêlons ensemble, dans ce podcast en 2 parties, les fils bien enchevêtrés de l'une des plus grandes machinations de l'époque moderne. Nous sommes donc sous le règne de Louis XIII, dans les années 1620-1630. Un règne qui fonctionne en tandem. Le brillant et implacable Armand Jean Duplessis, cardinal de Richelieu, est aux commandes en tant que principal ministre. Tout en ménageant subtilement la personnalité d'un monarque ombrageux mais intelligent, Richelieu a du pain sur la planche pour hisser le royaume de France au premier rang
et le transformer en un État fort par la centralisation du pouvoir. S'imposer face aux puissances extérieures, surtout les puissants Habsbourg, combattre une noblesse frondeuse très imbue de ses privilèges, faire face aux rébellions de la reine-mère Marie de Médicis et du frère du roi, Gaston d'Orléans. Et surtout, puisque c'est ce qui nous intéresse particulièrement dans cette histoire, Richelieu doit contenir les turbulences des protestants qui se sentent poussés des ailes depuis la promulgation de l'édit de Nantes par Henri IV, cet édit de tolérance qui leur a octroyé des places fortes. Des places fortes, c'est-à-dire des villes qui sont autorisées à assurer leur sécurité. Autrement dit, dans ces cités, les calvinistes peuvent exercer leur pouvoir politique et militaire. Avec 40 hommes d'armes sur place, la cité de Loudun est l'une de ces places fortes. Elle est d'ailleurs située au cœur d'une région qui reste l'un des fiefs du protestantisme, avec Saumur, Poitiers et Chinon. Dans le même temps, le cardinal veut aussi faire rentrer dans le rang les catholiques un peu trop zélés ou un peu trop indépendants qui causent du grabuge dans le royaume. En somme, il veut de l'ordre. Et malheureusement, c'est le désordre le plus absolu qui va s'emparer de la ville de Loudun. Un désordre que Richelieu, avec l'aide d'intermédiaires de confiance, va réussir à tourner à son avantage. Dans les années 1620, Jean d'Armagnac est nommé gouverneur de Loudun par Louis XIII. Issu de cette illustre famille qui joua un grand rôle pendant la guerre de Cent Ans, d'Armagnac a la confiance totale du roi. C'est un homme très investi dans ses fonctions, mais de caractère assez faible. Il tente tant bien que mal de calmer les esprits qui s'échauffent de plus en plus dans la ville. C'est que les protestants se sentent menacés. Ils voient avec inquiétude les catholiques soutenus par le gouvernement réinvestir les fonctions publiques. Magistrats, avocats, notaires et procureurs. Les grands ordres religieux catholiques multiplient les couvents. Les carmes, les cordeliers viennent reprendre possession de leur monastère. Le père Joseph, l'éminence grise et espion du cardinal de Richelieu, implante aussi l'ordre des Capucins dans cette ville. La population est extrêmement divisée. Les protestants restent majoritaires, mais les catholiques bénéficient de la protection royale et des hautes fonctions. La haine des protestants de Loudun envers les catholiques, ces envahisseurs, est accrue par une série de provocations. Les prédicateurs font retentir entre les voûtes des églises des malédictions contre les hérétiques. Le cardinal a, comme partout dans le pays, des correspondants qui le tiennent au courant de tout ce qui se passe dans la région, notamment Henri-Louis de La Roche-Posay, évêque de Poitiers. Loudun fait partie de son diocèse. Il y a aussi un notable de la ville, Mesmin de Silly, redouté et très influent, par ses gendres notamment qui ont la haute main sur la police de Loudun. Pour l'instant, notre cardinal regarde d'un œil distrait la guerre larvée entre catholiques et protestants dans la cité. Il a d'autres chats à fouetter. Par exemple, une indomptable reine-mère qui lui met des bâtons dans les roues jusqu'en 1624, année où il devient enfin Premier ministre incontesté et incontestable. Dès l'année 1622, Louis XIII décide lors d'une séance de son conseil de démolir les châteaux forts de l'intérieur de la France. Le démantèlement de ces vestiges féodaux, en particulier ceux des places fortes protestantes, constitue l'une des graves préoccupations du roi et du cardinal. Il s'agit d'abattre les derniers points d'appui des résistances aristocratiques et calvinistes. Une mission qui ne va pas sans difficulté. Le roi et son ministre se heurtent à chaque fois à la résistance bien légitime de la population. Parmi les places fortes sur la liste de la démolition, Loudun. Une décision royale du 28 décembre 1628 décrète la démolition du château de Loudun, au grand désarroi d'une bonne partie de la population. Le combat est rude pour faire accepter ce démantèlement. Les habitants, et plus particulièrement les calvinistes, sont très fiers de ce château féodal qui se dresse
magnifique sur sa colline, avec ses 18 tours, reliées par une double enceinte de murailles protégeant son grand donjon. C'est un château vraiment impressionnant. Parmi les défenseurs du château, de puissantes personnalités locales, notamment un certain Urbain Grandier, curé de l'église Saint-Pierre, et puis le gouverneur de la ville en personne, Jean d'Armagnac, qui s'est installé dans le donjon du château avec son épouse. Comme d'Armagnac est très en vue à la cour de France, le château de Loudun connaît un sursis. Le sursis du condamné. Car Louis XIII finit par s'agacer de toutes ces tentatives menées pour se soustraire à ses ordres et désire accélérer les choses dès l'année 1630. Il précise même dans une lettre datée du 6 février 1632 que son intention était que les tours et ceintures dudit grand château qui reste encore à démolir soient entièrement rasées et abattues jusqu'aux pieds et fossés comblés sans aucune autre exception que le donjon. Reste encore à s'assurer que les choses soient faites comme il l'entend. Il se trouve justement que Richelieu a dégoté l'émissaire parfait capable de faire appliquer les édits successifs du roi d'une main ferme et sans scrupules. Cet homme, c'est le baron Jean de Laubardemont. Issu d'une très riche famille bordelaise, il connaît tout de suite une carrière éclatante. Conseiller puis président des enquêtes au Parlement de Toulouse, député auprès du Conseil du roi, puis premier président de la Cour des aides de Touraine, il est reconnu pour sa grande science juridique, sa connaissance parfaite des procédures, son esprit de décision et sa grande dureté de cœur. En somme, il a tout pour réussir. Vers 1620, il épouse une certaine Thérèse Éléonore de Dampierre, fille de baron. À l'aube de ses 40 ans, en 1630, Laubardemont est nommé garde des Sceaux auprès de la Cour des aides d'Agen. Il est devenu l'un des magistrats les plus en vue du royaume. Richelieu décide de recourir à cet homme d'un extérieur très aimable, dissimulant une grande fermeté et l'énergie d'une personnalité fougueuse, pour mener à bien la destruction des places fortes de ces contrées de l'ouest de la France. C'est ainsi que Laubardemont est chargé de la destruction de la citadelle de Rohan. Puis, on lui demande de faire appliquer les volontés du roi concernant la démolition du château de Loudun. En arrivant à Loudun à la fin de l'année 1631, Laubardemont se rend immédiatement compte de la violence de l'opposition. Il ne songe même pas à essayer de la briser de front. Il observe avec minutie les défenseurs du château. Il les invite à sa table, notamment ce curé de Saint-Pierre, Urbain Grandier. Tout le monde parle de lui dans la ville. Sacré personnage qui n'a pas froid aux yeux, semble-t-il. Il ose même interdire aux démolisseurs d'accomplir leur besogne. De quel droit ? Habitué à analyser les psychologies humaines, Laubardemont comprend que les d'Armagnac seront plus faciles à convaincre. Tout ce qui intéresse le gouverneur et son épouse, c'est de rester en bons termes avec Louis XIII pour profiter de ses largesses. Revenant à Agen, Laubardemont laisse mûrir l'affaire pendant encore 2 ans. Après l'ordre donné par Louis XIII en 1632 de raser l'intégralité du château, excepté le donjon, la peste frappe à la porte de la ville de Loudun. La maladie fait de tels ravages que la démolition doit être stoppée. Enfin, au début de l'année 1633, il ne reste plus que le fameux donjon que Louis XIII se décide à faire raser aussi, largement influencé par les conseillers attachés au cardinal de Richelieu. Suite à de nombreuses péripéties, comme prévu, le gouverneur Jean d'Armagnac renonce à la lutte pour la sauvegarde du château. Il quitte Loudun et gagne Saint-Germain-en-Laye avec son épouse. La ruine du château va-t-elle pouvoir être achevée ? C'est sans compter cet Urbain Grandier qui continue à soulever des montagnes pour l'empêcher. Laubardemont, pour hâter les choses, réapparaît à Loudun en septembre 1633. Il souhaite se renseigner à fond sur ce curé décidément bien encombrant, qui semble dans la ville le seul opposant sérieux à la politique du cardinal. L'émissaire de Richelieu découvre une ville au bord de l'implosion. Une véritable cocotte minute sous pression dans laquelle les esprits agités bouillonnent de récriminations, de jalousie et de ragots. La querelle entre les catholiques et les protestants prend de plus en plus d'ampleur. Les plaintes contre Urbain Grandier se multiplient. Surtout, Laubardemont découvre, en allant visiter Mesmin de Silly, l'un des inféodés du cardinal,
que l'on ne parle que de sorcellerie dans cette ville. D'étranges événements se sont en effet déroulés chez les Ursulines depuis son dernier voyage. Des affaires de possession par le démon qui sont déjà remontées jusqu'à lui et même jusqu'à la cour où tout cela a été accueilli avec beaucoup de raillerie. Perplexe, maintenu dans une prudente expectative par son scepticisme naturel, l'émissaire du cardinal décide de se rendre chez les Ursulines, voir enfin ce qu'il en est. Il est reçu avec enthousiasme par la mère supérieure, sœur Jeanne des Anges, une femme mystique et très belle, qui se trouve être liée à Laubardemont par des liens familiaux. Le baron retrouve également parmi les religieuses ses deux belles sœurs, des demoiselles Dampierre. Autant dire qu'il n'est pas en terrain étranger. Sœur Jeanne des Anges se livre à une série d'attaques passionnées à l'encontre d'Urbain Grandier. Encore lui décidément. En clair, elle accuse le curé d'être à l'origine du maléfice de possession qui s'est emparé du couvent. L'envoyé de Richelieu assiste avec circonspection à la séance d'exorcisme pratiquée par le chanoine Jean Mignon sur 3 sœurs, dont Jeanne des Anges et Claire de Sazilly, une parente cette fois-ci du cardinal de Richelieu. Les jeunes femmes tombent dans des convulsions étranges et terrifiantes. Elles seraient donc possédées par des démons et accusent Urbain Grandier d'en être la cause. C'est un beau bazar. Laubardemont comprend immédiatement tout le profit qu'il peut en tirer pour se montrer un zélé serviteur du cardinal. Pour recoller les pièces de ce gigantesque puzzle, il est temps de s'intéresser à 2 autres protagonistes primordiaux dans notre histoire, Urbain Grandier et sœur Jeanne des Anges. Parmi les nombreuses congrégations catholiques qui s'installent à Loudun, les jésuites aussi veulent leur part du gâteau. Lorsque le curé de la paroisse Saint-Pierre-du-Marché, l'une des 2 paroisses de la ville, décède, les jésuites parviennent à faire nommer pour le remplacer l'un des leurs, Urbain Grandier. Le nouveau curé de Saint-Pierre arrive à Loudun au mois d'août 1617. À peine installé, il entame avec les moines une lutte d'intérêt et d'influence qui va causer sa perte. Une lutte où la jalousie tient une bonne part de culpabilité. Tout, dans la personne d'Urbain Grandier, respire un charme indescriptible. Plusieurs contemporains s'arrêtent sur sa personnalité hypnotique et son physique très séduisant. L'une des descriptions les plus détaillées nous vient de Nicolas Aubin, pasteur de l'église réformée et habitant de Loudun à la même époque. Il était de grande taille et de bonne mine, d'un esprit également ferme et subtil, toujours propre et bien mis. Cette politesse extérieure était accompagnée de celle de l'esprit. Il s'exprimait avec beaucoup de facilité et d'éloquence. Doté d'un port majestueux et d'un visage aux traits réguliers, sur lequel resplendissent 2 yeux noirs bercés d'un long nez et d'une bouche bien faite, Grandier est un orateur brillant et charismatique. Il séduit les foules. On se presse pour l'entendre prêcher. Au point que les autres moines de Loudun commencent à voir en lui un rival dangereux. D'autant que sa grande tolérance à l'égard des protestants lui vaut la méfiance des catholiques. A l'inverse, les calvinistes apprécient beaucoup Urbain Grandier, qui ne les persécute pas au contraire de ses coreligionnaires. Nombreux d'ailleurs sont les huguenots à venir écouter ses prêches d'une grande modernité. Comme si cela ne suffisait pas à Urbain Grandier de se poser en adversaire des moines, le voilà qui se pose en adversaire des pères, des frères et des maris. Le curé fait tourner toutes les têtes. Son nom est dans toutes les bouches et dans bien des cœurs féminins évidemment. La chronique scandaleuse murmure que quelques-unes sortent du confessionnal de Saint-Pierre avec un péché de plus sur la conscience. Gabriel Leguet résume. Les femmes aimaient ce rude jouteur si hardi à l'attaque et si habile à la riposte. Elles voyaient en lui un maître bien plus qu'un pasteur. Lui, de son côté, ne demandait pas mieux que de les consoler et de les aimer. Il va les aimer, oui, au mépris de toute discrétion et de toute prudence. Au départ, la nature franche et loyale d'Urbain Grandier
Sa charité et son dévouement lui conquièrent de solides sympathies. Parmi eux, Louis Trinquant, procureur du roi, poète et historien d'un grand savoir, mais catholique acharné détesté des protestants. Néanmoins, son esprit délié plaît beaucoup à Grandier et les deux hommes nouent une relation très affectueuse. Dans le salon de Louis Trinquant, animé par Urbain Grandier, se réunit toute la société brillante et cultivée de la ville de Loudun. On converse art et science avec une grande érudition. On se livre aussi aux cancans et aux médisances. Grandier, sans doute, se prête un peu trop au jeu et allonge la liste de ses ennemis. Parmi eux, l'un des neveux du procureur Trinquant, le chanoine Jean Mignon, qui n'a en réalité rien de mignon et qui développe une haine farouche à l'égard de Grandier. Des femmes aussi se joignent aux réunions dans le salon de Louis Trinquant, dont sa propre fille Philippe Trinquant. Et oui, à l'époque, Philippe avec un E est un prénom essentiellement féminin. Voilà qu'Urbain Grandier, au grand scandale de la ville, séduit donc la jeune Philippe, 15 ans à peine, et la met enceinte. Louis Trinquant, père déshonoré et ami trahi, ne lui pardonnera jamais. Cette honteuse affaire ne change pas les habitudes de notre curé décidément séducteur impénitent. Il multiplie les galanteries jusqu'à tomber amoureux de Madeleine de Brou, orpheline du puissant et vertueux René de Brou, conseiller du roi. Devenant son confesseur, Urbain Grandier ne laisse aucun répit à la jeune femme. Il cherche par tous les moyens à la convaincre de se donner à lui. Devant les réticences de Madeleine, qui songe à devenir religieuse, il s'attelle à la rédaction d'un traité exceptionnel qui se retournera encore plus tard contre lui. Ce texte, à la fois preuve d'amour et moyen de convaincre la récalcitrante, est un traité qui s'élève contre le célibat des prêtres. Il légitime notamment le désir et le mariage des clercs au nom de la loi de la nature. Il brandit l'Ancien Testament et divers exemples historiques, jugeant que ce vœu de célibat imposé par l'Église est un vœu forcé qui s'annule donc de lui-même. Urbain Grandier est pourvu d'un caractère orgueilleux et franc qui ne connaît pas la concession ni la modestie. Le pasteur Nicolas Aubin poursuit sa description. Il était doux et civil à ses amis, mais fier et hautain à l'égard de ses ennemis. Il était jaloux de son rang et ne relâchait jamais rien de ses intérêts, repoussant les injures avec tant de vigueur qu'il aigrissait les esprits qu'il aurait pu gagner en prenant d'autres voies. L'exemple le plus parfait de la conscience très élevée qu'a Urbain Grandier de sa place dans le monde survient en 1618, un an seulement après son arrivée à Loudun. Lors d'une procession dans les rues de Loudun, il vole la préséance à un religieux venu exprès pour l'occasion, Armand Jean Duplessis, évêque de Luçon, qui deviendra le cardinal de Richelieu. Un homme qui a la mémoire des injures. Urbain Grandier ne cesse de faire enfler la jalousie des moines, la haine des maris trompés ou des pères humiliés. Il s'attire aussi les foudres de certains notables, vexés de voir cet étranger qui se montre récalcitrant à tous les avis, rebelle à toutes les concessions. Grandier n'hésite pas à poursuivre de ses railleries ceux qui tentent de le perdre, ne manquant jamais une occasion d'humilier ses adversaires. Véritable héros du langage, notre brillant curé parvient toujours à s'acquitter des divers procès et condamnations qu'on lance contre lui. En parallèle de ces frasques, Urbain Grandier est donc aussi le plus ardent défenseur du château de Loudun, se mettant à dos les partisans du cardinal. Ses paroles et ses actes ont un poids énorme. C'est presque lui qui gouverne la ville. Gabriel Leguet précise : dans cette lutte implacable avec les agents de Richelieu, Grandier s'acquit à Loudun une véritable popularité. À partir de l'année 1633, alors que la démolition des enceintes est achevée, Grandier s'élève encore contre la destruction du donjon. Ses ennemis les plus farouches, Louis Trinquant, Mesmin de Cilliers, Jean Mignon, le chargent des pires vices et commencent à récolter des pièces à charge
ou à en inventer, prêt à tout pour le faire tomber. C'est dans ce contexte explosif que survient l'accusation soudaine de sorcellerie portée par sœur Jeanne des Anges à l'encontre d'Urbain Grandier et le retour de Laubardemont à Loudun. Pour le curé de Saint-Pierre, c'est le début de la fin. Reste encore, pour compléter le puzzle, à vous parler de cette fameuse sœur Jeanne des Anges. Parmi les principaux protagonistes de cette histoire à première vue abracadabrante, une femme, une certaine Jeanne de Belcier. Elle naît en 1602 au château de Cozes, dans le sud-ouest de la France, dans une famille noble très estimée en Saintonge. Du sang royal coule dans ses veines par la main gauche, puisque son arrière-grand-mère paternelle n'est autre que Marie de Valois, fille naturelle du roi Charles VII de Valois et de sa maîtresse, la belle Agnès Sorel. Très jeune, Jeanne est affligée d'une disgrâce physique qui lui barre la route du mariage. Elle est donc confiée aux bons soins de sa tante, prieure de l'abbaye de Saintes. Le séjour de Jeanne au couvent de Saintes n'a rien d'une sinécure pour sa parente. Outre une constitution maladive, on remarque son caractère indépendant, insaisissable et surtout bizarre. Elle a des penchants si déréglés que sa tante renonce à dompter cette lionne immorale. Elle la renvoie chez ses parents à l'âge de 15 ans. Honteux de la nature de leur fille, qu'ils jugent perverse, les parents de l'adolescente sont aussi surpris que soulagés du nouveau caprice de Jeanne, tout à fait inattendu. Voilà qu'elle veut se faire religieuse. C'est finalement la seule des échappatoires possibles. Cela tombe bien, car un nouveau couvent vient d'être fondé à Poitiers. Il abrite l'ordre catholique de Sainte-Ursule, nouvellement introduit en France. Les Ursulines appartiennent majoritairement à de très bonnes familles. Jeanne y a donc sa place. La voilà qui prononce ses vœux sous le nom de sœur Jeanne des Anges. Rapidement, elle s'ennuie à mourir dans cette communauté dont les actions sont dédiées à l'éducation. Loin de s'être assagie, Jeanne se révèle hypocrite et dissimulatrice, causant de graves désordres. Elle-même ne s'en cache pas. Elle se décrit ainsi du temps de son séjour au couvent de Poitiers dans ses mémoires manuscrits conservés à Tours. Quand je pense à la vie que j'y ai menée, je trouve que j'ai grand sujet de rougir devant Dieu et devant les hommes pour les libertinages d'esprit dans lesquels je me suis laissée emporter. J'avais une telle estime de moi-même que je croyais que la plupart des autres étaient bien au-dessous de moi. C'est pourquoi je les méprisais souvent en mon cœur. Si Jeanne se montre affable avec les sœurs, c'est uniquement, comme elle le dit elle-même un peu plus loin, pour agir selon sa volonté et obtenir les emplois de la communauté qui lui semblent le plus agréables. Sur ce, en 1626, dans un contexte de réappropriation de la ville de Loudun par les catholiques, l'évêque de Poitiers décide d'y établir un couvent des Ursulines. Prête à tout pour mettre un peu de nouveauté dans son existence, Jeanne se porte volontaire pour fonder le couvent et son pensionnat. Elle peaufine alors sa stratégie testée et approuvée à Poitiers. Elle se rapproche de la mère supérieure au point de se rendre indispensable. De telle sorte qu'en 1631, lorsque la mère supérieure est appelée ailleurs, c'est Jeanne qui prend sa place. La voilà entièrement libre, comme elle le souhaitait, de dominer les esprits des autres filles et de se valoriser à l'extérieur. J'agissais avec mes sœurs d'une manière fort impérieuse et toutes mes pensées allaient à chercher les moyens de m'agrandir dans le monde et de mettre en grande estime. Mise à l'ombre du couvent par obligation, la demoiselle a développé un arrivisme instinctif digne des liaisons dangereuses. Elle est bien décidée à trouver, quoi qu'il en coûte, un moyen d'exister, de briller. Jeanne des Anges passe un nombre incalculable d'heures au parloir, glanant toutes les informations du dehors. La ville vit au rythme des prêches et des scandales causés par Urbain Grandier, qui soulèvent les passions. Curieuse de rencontrer cet homme, elle entreprend une démarche audacieuse que l'on connaît grâce à un témoignage, celui d'un notable de la ville qui y répond au nom de Champion. Le confesseur des filles Ursulines de Loudun, nommé Mousseau, étant décédé, on fit parler à Grandier pour prendre cette place. Il la refusa, quoiqu'il en soit pressé.
C'est donc bien notre mademoiselle de Belcier, Jeanne des Anges, qui fait une proposition à Urbain Grandier. Une proposition qu'il décline. D'un esprit instable et surtout très insaisissable à plusieurs siècles de distance, Jeanne ressent ce refus comme une humiliation. Ce n'est pas un hasard si elle choisit finalement comme confesseur de son couvent Jean Mignon, le fameux neveu de Louis Trinquant, allié à presque tous les ennemis du curé de Saint-Pierre. C'est l'un des plus perfides adversaires de Grandier, à l'origine de nombreux procès à son encontre depuis 3 ans. Jeanne des Anges raconte ensuite dans ses mémoires cette version des faits. Notre Seigneur permit qu'il fût jeté un maléfice sur notre communauté par un prêtre nommé Urbain Grandier, curé de la principale paroisse de la ville. Ce misérable fit un pacte avec le diable de nous perdre et de nous rendre des filles de mauvaise vie. Pour cet effet, il envoya les démons dans le corps de 8 religieuses de cette maison pour les posséder. Le maléfice fut tel que toutes les religieuses de cette communauté en furent affligées, les unes par la possession, les autres par l'obsession, et cela en moins de 15 jours. Que s'est-il vraiment passé ? Rendez-vous dans quelques jours pour plonger dans la grande comédie qui s'est montée dans l'obscurité mystérieuse de ce couvent des Ursulines. C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'Histoire. À très bientôt pour un prochain épisode de la série Les démons de Loudun.